Bienvenue à notre table ronde dédiée à la projection internationale des filières ICC locales. C'est un sujet qui nous semblait nécessaire d'aborder avec vous dans le contexte actuel. En effet, alors que les entreprises françaises sont de plus en plus impactées par une hyperconcurrence internationale, le développement à l'export devient un point de passage quasi obligé dans le plan de développement d'une entreprise culturelle. Les défis sont néanmoins nombreux au moment de définir sa stratégie d'internationalisation. Mais celles-ci sont de plus en plus accompagnées, heureusement, par des institutions nationales dont le rôle consiste à faire briller leurs industries créatives sur la scène mondiale, dans une logique où se mêlent soft power, compétition économique et valorisation d'atouts nationaux, peu ou pas délocalisables, que ce soit en matière de patrimoine, de savoir-faire ou de gestes créatifs. Pour aborder ces enjeux, nous avons la chance de réunir aujourd'hui un plateau d'experts de ces questions d'internationalisation des industries créatives. Donc je vous remercie d'être là. Donc avec la participation de Laure Pressac, qui est directrice chez Beaux-Arts Consulting, Sophie Taïeb, directrice du développement corporate de Mémoriste, mais également présidente du tout nouveau, tout récent, tu nous l'expliqueras, groupe d'expertise ICC au sein des conseillers du commerce extérieur. Et enfin, en direct de Taïwan, Jean-Romain Micol, conseiller du président de la TAICA, mais aussi ex-conseiller industrie audiovisuelle au sein de l'AFALULA et ex-attaché audiovisuel en charge des ICC au sein de l'ambassade de France en Corée du Sud. Merci à vous trois. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une rapide présentation de vos activités, de votre lien avec l'international et de l'actualité de vos entités respectives. Donc Laure, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu les activités du groupe Beaux-Arts et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre stratégie de développement à l'international ? Alors, je vais essayer de raconter ce grand groupe en quelques secondes. Merci beaucoup de nous inviter. Je ne sais pas si je suis une experte, mais en tout cas, j'ai plongé dans le bain de l'international grâce à différents projets et programmes et par notre activité. Donc, le groupe Beaux-Arts, vous le connaissez sans doute à travers le magazine, qui est aujourd'hui lu tous les mois par 932 000 personnes. Donc, c'est la plus grande diffusion de magazines culturels au monde. Et le groupe, en fait, depuis une dizaine d'années, s'est étendu à d'autres activités, que ce soit de la médiation, des salons professionnels, des activités auprès des entreprises et du conseil. Donc je dirige pas du tout Beaux-Arts et compagnie, qui est l'ensemble de l'écosystème. Moi, je dirige l'équipe de conseil, qui fait donc de l'ingénierie culturelle, qui travaille pour des acteurs publics ou privés et qui aide à faire en sorte que leur projet, voit le jour de manière soutenable, ça veut dire d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue écologique éventuellement. Et puis l'international, juste pour ouvrir un peu sur ce sujet, c'est quelque chose qui est présent dans nos projets depuis quasiment le début de l'activité de conseil, en Arabie Saoudite au tout début. On a fait un projet en Corée, on travaille à Malte, on travaille en Belgique, qui a l'air d'être un étranger proche, mais qui est quand même des mécanismes différents et des enjeux différents. Et aujourd'hui, c'est à la fois un levier de développement, une source d'enrichissement. Et ça, c'est très important de le dire, c'est vraiment dans les deux sens. C'est ce qui nous aide à continuer à être pertinent aussi sur le marché sur lequel on travaille. Donc vraiment, cette logique de construire des ponts entre la France et l'international. Merci beaucoup, Laure. Sophie, est-ce que tu peux nous présenter les activités du groupe Mémoriste, qui sont diverses, variées, parce que plusieurs marques, plusieurs groupes, plusieurs entités, et cette actualité au sein des conseillers du commerce extérieur, comment est-ce qu'ils s'emparent aujourd'hui du sujet des industries créatives ? Oui, bien sûr. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, Mémoriste est une entité, c'est une marque qui regroupe 5 entreprises qui ont 5 savoir-faire dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine. Et cette marque a été lancée par le groupe Mobilitas, qui est un groupe qui fête ses 50 ans l'année prochaine, qui est très international, puisqu'il est implanté dans 103 pays. Donc naturellement, les entreprises membres de Mémoriste ont baigné dès le départ, dès la création de ce conglomérat des 5 marques, a baigné dès le départ dans l'international. C'était une des raisons pour laquelle elles ont voulu se regrouper sous la marque Mémoriste. Les autres activités du groupe Mobilitas sont la mobilité internationale et ce qu'on appelle le record management. On s'occupe des archives documentaires d'entreprises.
Ma deuxième casquette, c'est conseillère du commerce extérieur de la France et je suis présidente du groupe d'expertise industrie culturelle et créative au sein des CCE. Ça peut vous paraître anodin, mais la création de ce groupe d'expertise est très importante parce que les CCE jusqu'à maintenant évoluaient essentiellement dans des activités très industrielles. Et le fait que les CCE acceptent que l'on s'empare de ce sujet des ICC est une marque importante de l'attrait et de l'importance que revêtent les industries culturelles et créatives pour l'économie française, mais aussi pour leur potentialité de rayonnement à l'international. Et mon groupe d'expertise est composé de 65 membres qui sont implantés en France et à l'international. Et juste pour rappeler les CCE, parce qu'on ne les connaît pas bien, 4800 CCE nommés par décret du Premier ministre. Nous sommes bénévoles, donc on a tous un job, on fait tous ça en plus. Et nous avons une capacité, par notre connaissance du terrain, nos connaissances des industries et nos connaissances de l'international, d'accompagner de façon gratuite les entreprises et les entrepreneurs dans leur développement à l'international. Merci beaucoup Sophie. Donc pour finir, Jean-Romain, est-ce que pour finir ce tour de table de présentation, tu peux nous expliquer en quoi consiste la TAICA, qui est une agence qui, pour les gens qui travaillent sur ces sujets internationaux, est bien connue, mais du grand public en France, ce n'est pas toujours le cas. Et peut-être compléter en brossant un peu le fonctionnement de l'écosystème ICC à Taïwan et peut-être en comparaison avec d'autres destinations, d'autres marchés que tu as pu analyser dans tes fonctions précédentes. Merci beaucoup Sébastien. Bonjour à tous, merci d'être présents. Peut-être une spécificité. Donc moi je suis expert technique international, donc je travaille pour le groupe AFD au sein d'Expertise France. Il se trouve que la France, en plus des ambassades ou des bureaux français à l'étranger, a des experts qui sont mis dans des institutions locales. Donc moi, tous les jours, je travaille au sein de TAICA, donc l'agence créative taïwanaise, qui a 180 salariés, et je suis le seul expert français et étranger d'ailleurs pour donner des conseils et une stratégie avec les équipes pour le président de TAICA. Peut-être rapidement, juste pour rappeler, Taïwan, c'est la taille de la Suisse, mais à l'échelle du monde, la France est 7e puissance mondiale, Taïwan est 22e puissance mondiale. Donc pour un pays de 23 millions d'habitants, c'est dire à quel point finalement cette petite île compte dans l'économie mondiale et à quel point elle a su se développer au fil des années. Elle a évidemment une reconnaissance internationale dans les semi-conducteurs, une reconnaissance dans la biotechnologie, mais également, et depuis quelques années, grâce à TAICA, qui a été créé en 2019, une reconnaissance dans les industries culturelles et créatives. Qu'est-ce qu'on fait à TAICA ? TAICA, on fait, pour faire une analogie simple avec la France, on fait ce que fait le CNC, ce que fait BPI France et ce que fait Unifrance. C'est-à-dire qu'on fait une partie finalement d'accompagnement et soutien des industries culturelles et créatives, une partie de promotion à l'international de ces industries culturelles et créatives et une partie de financement, du financement en investissement. On investit je vais l'expliquer après, dans les entreprises culturelles. Donc, la TAICA, c'est un opérateur du ministère de la Culture. On offre, comme je vous l'ai dit, donc différents types d'accompagnement sur du développement d'entreprises, sur de l'international et de l'investissement dans 10 secteurs d'activité. Donc là, vous avez les 10 secteurs d'activité qui sont en gros plus ou moins les 12 secteurs d'activité couverts par BPI France dans le cadre de la nomenclature industrie culturelle et créative. Nous, on en couvre 10 qui vont évidemment de l'audiovisuel, de l'édition, en passant par les arts, la mode et tout un ensemble de secteurs que vous avez décrits derrière moi, mais en petit. En gros, pour comprendre TAICA et pour comprendre comment on fonctionne, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire que nous, on travaille à partir d'après l'université, c'est-à-dire que lorsque par exemple, post-étudiants ont envie de créer leur entreprise culturelle, on peut les accompagner, investir dans leur start-up ou leur PME et les accompagner dans leur structuration. Si c'est un côté plus artistique, pour les, par exemple, scénaristes et réalisateurs, on monte tout un ensemble d'ateliers
tout au long de l'année avec Netflix, mais aussi des ateliers avec la France, Serial Bridges par exemple, Sérimania pour ceux qui connaissent à Lille. On accompagne avec des ateliers internationaux toute la création pour monter en compétences. En parallèle dans l'écosystème, et pour continuer, on accompagne les entreprises dans les différentes étapes de développement avec de l'investissement, du co-investissement, toujours évidemment en dessous de 49%, et on crée en fait tout un écosystème vertueux en partenariat, et ça c'est très important, et c'est ça qui viendra effectivement en comparaison avec d'autres pays, dans une vraie relation bilatérale. C'est-à-dire que les Taïwanais sont francophiles, ils aiment la France, ils aiment la culture française, ils connaissent la France, ils sont eux-mêmes très finalement d'un brassage culturel extrêmement fort, et du fait de leur histoire, et donc du coup ils sont très ouverts à la coopération avec les Français. Et d'ailleurs, pas que, et internationaux, européens. Et ça, il y a vraiment une chance à saisir pour vous, entrepreneurs des ICC ou créateurs des ICC, c'est que Taïwan est là pour vous accueillir dans votre développement. Sur la partie investissement, ce qui fait un peu une différence avec, par exemple, Coca, qui est la même agence créative en Corée du Sud, où j'ai pu travailler pendant 4 ans, ou d'autres agences, nous, on investit aussi bien dans les entreprises que dans les fonds et que dans les projets. Donc, c'est-à-dire que si demain, vous avez un projet de création d'entreprise française et que vous voulez faire une filiale ou une joint venture avec des Taïwanais, on peut investir dans cette entreprise avec des fonds taïwanais. On peut investir également dans des fonds, en fonds de fonds, ou parfois en fonds avec des grandes entreprises, des corporates. On le fait avec Asus, on le fait avec d'autres, mais en tout cas, on accompagne ça. Et pareil dans les projets, on a signé dernièrement un MOU avec Netflix, un MOU avec Rakuten au Japon, pour justement co-financer des projets avec différents pays. Donc vous voyez, Taïwan est vraiment un hub de coproduction au sens large, et pour travailler vraiment avec tout le monde. Il y a quelques exemples, mais je ne m'attarderai pas sur ça, de projets qu'on a financés, un long métrage français, coproduction avec Taïwan qui s'appelle Black Tea. On a, et je vous encourage à aller au rez-de-chaussée voir l'œuvre immersive noire, qui s'appelle donc en anglais Colored, qui a été fait entre Novaya et Flash Forward, Novaya français, Flash Forward taïwanais, avec des outils de Grenoble, puisque c'est 4D Views qui amène la tech, qui a été acheté par Taïka dans un centre Scilab pour accueillir le développement de la réalité virtuelle de ce projet, et du coup d'autres projets à venir que j'espère vous viendrez faire avec nous. Donc voilà, il y a une vraie ouverture, une vraie logique de partenariat et des investissements en dur. Aujourd'hui, on a investi dans à peu près 200 projets pour l'équivalent de 160 millions de dollars, donc depuis 2019, et on a encore beaucoup à créer avec vous et à investir dans les années à venir. Merci Jean-Robin pour cette présentation dont on voit que elle reflète un grand nombre d'activités. C'est ce qui fait un peu la spécificité de la Taïka. Alors on va rentrer un peu dans notre débat, dans nos questions, dans ces enjeux de développement à l'international. Peut-être un premier aspect qui est important, c'est comment est-ce qu'on valorise une spécificité locale en matière de biens et de services culturels. Par exemple, pour une entreprise française, est-ce que c'est le Made in France, est-ce que c'est le patrimoine, est-ce que c'est le savoir-faire, les marques, les formations, la créativité ou un certain tone of voice dont parlent certains entrepreneurs au moment de s'exporter? Je vais répondre en premier, oui. Et de par l'expérience de mémoriste, puisqu'on est, je le répète, très international et qu'on on utilise les dispositifs d'accélération à l'international tels que ICC Immersion ou les dispositifs de BPI que sont Culture Export, et mon expérience au sein des CCE, il y a clairement un attrait de la part de l'international, une attractivité des ICC françaises de par leur spécificité. Donc cette fameuse excellence à la française, que ce soit dans le domaine du patrimoine, mais pas que, dans les autres domaines, dans le domaine de la mode, etc., c'est déjà un atout que l'on a prérequis par rapport aux ICC dans les autres pays. Donc on arrive avec un avantage concurrentiel par rapport aux industries culturelles et créatives issus d'autres régions, et il faut capitaliser sur ce savoir-faire, sur cet atout spécifique à la France.
Peut-être un pas de côté, pardon. Jean-Romain, si on compare avec ce qui se passe à Taïwan, est-ce que c'est les mêmes spécificités au moment où tu analyses l'écosystème taïwanais? Est-ce que, comment dire, finalement, il y a des invariants, quelle que soit la nation? Pour une filière créative, on va toujours se reposer sur patrimoine, geste créatif, savoir-faire, etc. Ou est-ce que tu as identifié vraiment des spécificités propres à cet écosystème taïwanais? Oui, je pense qu'il y a des spécificités. Après, il y a des enjeux qui sont différents selon les pays où nous sommes et selon les territoires où on se trouve. Taïwan, aujourd'hui, excelle de par sa démocratie. Je pense qu'il y a des sujets géopolitiques qui ne vous échappent pas. Et évidemment, Taïwan investit beaucoup sur ces sujets qui doivent faire de son exception culturelle finalement une réussite internationale pour différentes raisons que j'imagine vous connaissez. Donc il y a ça. Deux, aussi la position de Taïwan est extrêmement intéressante. Ce que nous, Français, nous ne savons pas forcément. Taïwan travaille énormément avec la Chine continentale et est une porte d'accès pour le marché finalement de la Chine continentale. Deux, Taïwan, de fait d'être un hub, est une place stratégique, peut aussi être intéressant pour des entreprises d'aller travailler sur l'Asie du Sud-Est, bien sûr, mais aussi l'Asie du Nord, à savoir le Japon et la Corée du Sud. Et pour terminer, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un écosystème mature, notamment pour vous, qui allez chercher des compétences pour créer finalement une montée en puissance de votre activité sur un nouveau continent. À Taïwan, on va trouver des talents formés. Peut-être vous ne le savez pas, mais dans le domaine de l'animation, depuis très longtemps, Disney, Pixar viennent travailler avec les studios taïwanais pour produire leur production internationale. Deux, il y a de la tech, ça, bon, je pense que tout le monde le sait, mais il y a de la tech appliquée à nos secteurs, industrie culturelle et créative, et ça, je pense que c'est vraiment intéressant pour vous d'aller identifier tous ces partenaires potentiels. Et enfin, il y a de l'investissement. Taïwan est très peu endetté, beaucoup de pays dans le monde sont endettés. Taïwan aujourd'hui est peu endetté, donc peut investir évidemment dans nos secteurs. Et peut-être si on fait un autre pas de côté et qu'on cherche à comparer les spécificités de cette filière ICC par rapport à d'autres filières industrielles, par exemple au sein des conseils du commerce extérieur, vous accompagnez de nombreuses filières. Sophie, est-ce que tu as pu identifier comme ça vraiment des éléments propres qui caractérisent les ICC qu'on ne va pas retrouver ailleurs? Oui, tout à fait. Alors d'abord, la structure juridique, ce sont souvent des auto-entrepreneurs, des TPE. Donc, ce qui entraîne, donc ce sont des entreprises qui sont très agiles, mais ça entraîne des difficultés au moment de l'internationalisation. C'est là où les conseillers du commerce extérieur jouent un rôle très important. Il y a énormément de dispositifs, et ça c'est une spécificité française aussi. Je trouve que les ICC françaises sont très bien accompagnées. Il y a énormément de dispositifs publics qui les accompagnent, et on est certainement une des rares démocraties, un des rares États à accorder autant de financement et de crédit à la culture et à la création. Maintenant, lorsqu'on connaît bien ces dispositifs que sont ICC Immersion, Culture Export, Entreprendre dans la culture du ministère de la Culture, on se rend compte que ce sont des dispositifs qui s'adressent essentiellement, et c'est normal, puisqu'il y a un retour sur investissement attendu, à des structures qui ont déjà un projet relativement mûr, donc des structures qui sont solides déjà en France, pour pouvoir ensuite penser à leur développement international. Et chez les CCE, on a justement, nous, cette volonté d'accompagner tout entrepreneur, alors là je parle des ICC, mais on le fait dans tous les secteurs d'activité, mais si je reviens aux ICC, tout entrepreneur non membre de CCE, comme c'est un accompagnement gratuit, on n'a pas un retour sur investissement. On va faire un accompagnement qui est un accompagnement de qualité, donc un accompagnement honnête, mais on est tout à fait capable de pouvoir s'entretenir avec quelqu'un qui a une société de 2-3 salariés, qui n'a pas nécessairement 5 années de chiffre d'affaires à fournir, etc. Donc moi, un conseil que je vous donne, c'est de penser maintenant, lorsque vous êtes dans les ICC, c'est de penser aux conseillers du commerce extérieur de la France. Merci Sophie. Alors, dans cette distinction entre des sociétés qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité et d'autres qui sont plus petites, qui commencent à se lancer à ce projet international, celles qui sont déjà plus structurées, qui ont commencé à s'installer, souvent, elles insistent sur la nécessité d'adapter sa proposition de valeur par rapport au marché cible.
et pour ce faire être à l'écoute des communautés locales, de leurs besoins ou de leurs habitudes. Jean-Romain, toi qui as vu plusieurs zones géographiques, plusieurs marchés cibles, comment est-ce qu'on s'y prend quand on veut arriver à adapter sa proposition de valeur, quand on veut arriver à trouver cette couleur locale sur laquelle on va devoir s'adapter au moment de lancer des produits ou développer une filiale, par exemple? Oui, alors c'est un point important. On a la chance, en plus d'avoir les CCE, on a la chance d'avoir des ambassades ou des bureaux français partout dans le monde. Il faut savoir que les ambassades ont toujours un bureau culturel, enfin un département culturel avec des équipes. Et ces équipes sont là pour vous accompagner. Moi, j'étais attaché audiovisuel et je m'occupais des industries culturelles et créatives en Corée du Sud pendant 4 ans. Et l'objectif, c'est quand même de vous accompagner avec tous les opérateurs de l'État, en l'occurrence quand j'étais en Corée, à savoir Business France, si vous faites plutôt du tourisme, Atout France, souvent des études qui sont importantes pour vos études de marché, du service économique, et tout un ensemble d'opérateurs également locaux, mais qui sont là pour vous accompagner, comme généralement les chambres de commerce et la French Tech locale. Et ça, c'est vraiment des gens que vous, je pense en tout cas, quand vous allez faire votre étude de marché pour essayer de mieux comprendre la culture locale, c'est des gens avec qui il faut que vous soyez en contact. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, moi, je trouve que ce qui est vraiment extrêmement enrichissant, et ça, on a quand même la chance d'avoir ça, c'est des entrepreneurs qui sont toujours là pour partager. Moi, je ne peux que vous encourager, c'est ce que je faisais. Je faisais principalement de la mise en relation entre des entrepreneurs français et des entrepreneurs français en Corée, en l'occurrence pour mon époque coréenne. Et ça, c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, un entrepreneur, qu'il ait réussi ou non, il a quand même un retour d'expérience à partager avec vous. Et finalement, il vous donnera, les codes de la société, comment ça fonctionne en local, et 2, les erreurs à éviter. Et vous allez gagner un temps considérable. Et après, effectivement, ce que tu disais, c'est-à-dire après, vous avez tout un ensemble d'outils, type, par exemple, Culture Export, type ICC Immersion, type d'autres programmes de l'État qui vous permettent d'aller à l'international, dans lequel vous êtes aussi accompagné. Donc, je pense que vous avez tout un ensemble de choses pour mieux comprendre le territoire, mieux évaluer les opportunités via des notes d'opportunité et autres, et derrière, mieux attaquer le marché cible que vous allez donc du coup viser. Merci Jean-Romain. Alors tu parles de ces programmes qui consistent en général à accompagner non pas un, mais plutôt une cohorte d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet effet de groupe? Parce que parfois quand on pense export, du point de vue de son entreprise, ça peut être une aventure individuelle à un stade de développement très précis. Laure, par exemple, tu as participé à plusieurs de ces programmes, systématiquement au sein d'une cohorte. Qu'est-ce que tu as pu trouver dans ce collectif que vous avez formé au moment de chercher à comprendre un marché étranger? Je pense que tout ce qui a été dit avant est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser en vase clos. On a une très bonne expertise française, on a des super ICC, on n'est pas les seuls sur Terre. Et il y a évidemment des zones d'influence. Quand on va en Arabie Saoudite, je reviens d'Inde, quand on va en Inde, évidemment que l'influence anglo-saxonne, elle est présente. Donc il faut réfléchir à qui sont l'ensemble de nos concurrents. Et moi, j'avoue que je suis assez convaincue de la force du collectif, c'est-à-dire de se dire qu'on est Team France, parce qu'en fait, c'est ça qui va marquer notre singularité, marquer notre force. Jean-Romain l'a dit très justement, on a un pouvoir hallucinant qui est cet héritage de réseaux. Il y a je ne sais pas combien de milliers d'alliances françaises dans le monde. Ces réseaux-là, ils sont à la fois très présents, c'est un très bon maillage, et c'est des réseaux extrêmement riches. Là, je reviens d'Inde, l'attachée culturelle sur place, elle connaît la terre entière. C'est-à-dire que c'est une capacité à ouvrir les portes qui est très forte. Maintenant, elle ne peut pas les ouvrir pour une personne, A, B, etc. Donc le fait d'y aller ensemble, ça permet aussi d'optimiser ce réseau-là, de l'enrichir et de le nourrir en permanence. Donc plus on y va en collectif, plus on enrichit ce lien-là, plus on renforce aussi l'image de la France. Et puis parfois, l'international, c'est une aventure. Vous allez rencontrer quelqu'un en vous disant « Ah, mon produit, c'est exactement ce qu'il lui faut ». Puis dans la discussion, vous allez vous rendre compte que peut-être pas. Et que du coup, celui qui est à côté de vous dans la cohorte, il a l'offre qui correspond un peu mieux à ça. Et donc, en jouant de cette manière-là, on positionne un certain nombre de choses. Je fais aussi partie de ces acteurs culturels qui ont navigué entre le public et le privé. On est aujourd'hui dans une situation économique, culturelle qui est complexe, on ne va pas se mentir. Vous lisez tous la presse, vous avez entendu certaines annonces dans certaines régions de France. Les acteurs publics ont aussi cet enjeu-là. Donc on est aussi au service, pour moi, d'un service public culturel français qui a sa manière de faire, qui a son ADN et
pousse, qu'on défend aussi en faisant ça à l'international. Donc, évidemment que ça crée des frictions parce qu'on a des concurrences, mais en tout cas, l'action collective de l'ensemble de ce réseau, de l'ensemble de ces acteurs publics et privés à un instant T et dans différents endroits du monde, je pense que c'est ça qui est aussi la force des ICC françaises dans un univers qui est fortement concurrentiel. Je le dis souvent, il y a des stratégies face auxquelles on se heurte. Dubaï, par exemple, ils ont une stratégie ICC qui est très nette, très claire, qui est écrite noir sur blanc. L'activité ICC, ça doit représenter 5% de leur chiffre d'affaires à horizon 2026. Derrière, il y a un rouleau compresseur. Il y a les budgets, il y a les forces, il y a les énergies. Donc il faut que nous aussi, on ait cet effet de groupe et d'impact qu'on veut chercher ensemble pour porter, j'allais dire, une French touch, encore une fois, dans tout le beau sens du terme, qui est à la fois économique et qui porte derrière des valeurs et des messages de contenu très particuliers. Moi, je voudrais juste ajouter, et complètement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est qu'on a un peu cette maladie en France de partir à l'aventure entrepreneuriale seul. On ne sait pas chasser en meute, ce que font les Allemands, par exemple. Et peut-être quand même que là, le secteur des ICC, de par sa disparité, puisqu'on est quand même sur 12 à 14 secteurs d'activité en fonction des définitions, mais qui vont du patrimoine aux médias écrits, à la mode, en passant par les jeux vidéo. Ce sont des secteurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup de choses en commun, si ce n'est cette notion de création et d'innovation. Et peut-être justement profiter du fait que nous sommes très disparates, y compris dans la structure juridique, pour nous regrouper et participer au maximum à toutes les initiatives qui sont lancées, que ce soit les initiatives dont on a parlé, mais aussi tous les réseaux dont il a fait état. Et nous, chez Mémoriste, on est 350 dans un groupe. Le groupe Mobilitas fait 4800 personnes, 350 travaillant dans le domaine de la culture et de la création. Et ben, ça n'empêche qu'on fait appel, on utilise ces dispositifs. On sait faire de l'international, mais on a besoin de temps en temps aussi de s'appuyer sur ces dispositifs. On revient d'une ICC immersion en Espagne il y a peu de temps, et grâce à ça, on a décroché un contrat avec un grand musée espagnol. Donc il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à solliciter toute l'offre qui vous est faite, que ce soit de l'offre formelle et de l'offre plus informelle. Oui, je rajouterais un adage assez classique, mais forcément, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est une réalité. Pour le coup, j'ai eu la chance de contribuer au programme ICC Immersion en Corée du Sud sur la première édition. Et il y avait 15 entreprises. Et moi, ce que j'ai vu de la force du groupe, c'est qu'il y a eu des synergies entre les entreprises. Les résultats sont là. Au retour, à 6 mois, on avait 9 contrats signés pour cette entreprise. Et on avait derrière, surtout, et ça c'est une grande réussite, des entreprises françaises qui ont participé à ICC Immersion Corée du Sud, qui travaillent ensemble maintenant. Il y a même eu des créations d'entreprises entre les différentes parties prenantes du programme ICC Immersion. Donc ça, c'est des vrais résultats, en fait. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a, que ces programmes, en fait, quand ils vous accompagnent, de profiter de l'expertise de chacun, et notamment, par exemple, mais on va en parler après, des musées. Dans les musées, en fait, et surtout en Asie, on a besoin de tous les secteurs d'activité, puisqu'en Asie, il n'y a pas de musée sans multimédia. Donc finalement, c'est des musées qui auront besoin évidemment de personnes qui vont faire la scénographie et autres, mais il y a des gens qui auront besoin de réalité virtuelle, d'autres qui auront besoin de techniques du jeu vidéo ou de gamification. Donc il y a une réalité quand même à partager nos expertises et à être plus ensemble par cet effet de groupe à aller international pour attaquer les marchés. Ces programmes que vous avez mentionnés ou les institutions qu'on peut représenter ont cette particularité d'avoir une approche transverse des industries culturelles et créatives. On ne va pas s'intéresser à un secteur en particulier, mais on va essayer de les penser comme une filière de 10, 12, 14 secteurs, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques communes qu'on va arriver à dégager. Quand on a cette action, souvent, on va avoir tendance à la labelliser ou à la protéger par une sorte de marque ombrelle qui va regrouper l'ensemble des secteurs créatifs. Est-ce que vous avez déjà mesuré les effets de chercher à s'exporter ou à comprendre un marché en s'adossant à ce type de labellisation de marque transversale? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter jusqu'à présent? Alors, Mémoriste, c'est clairement ça.
Mémoriste est une marque, ce n'est pas une entreprise, qui agglomère, c'est pas joli, mais qui regroupe 5 entreprises qui ont chacune un savoir-faire dans un domaine bien particulier. On travaille sur le patrimoine, on le préserve et on le valorise. Et en fait, chaque entreprise a un savoir-faire sur un type de patrimoine spécifique, 2D, 3D, iconographique, filmique, etc. Ces entreprises existaient toutes avant que l'on crée Mémoriste. Mémoriste date de 3 ans. On l'a lancé il y a 3 ans, au mois de décembre. Ces entreprises ont toutes une existence de 30 à 70 ans. Il y en avait très peu qui, seuls, avaient réussi à décrocher un marché à l'international. C'était vraiment de façon opportuniste et il y avait eu plus de loupés que de réussites. Le fait de les agglomérer, de faire partie d'un groupe qui a un savoir-faire, alors non pas dans la culture, hein, le groupe Mobilitas n'y connaissait rien dans la culture, mais ça c'est pas grave. Mais le fait d'avoir ce label et d'avoir ce soutien d'un groupe qui a une expertise à l'international, qui sait ce que c'est que d'exporter, de s'internationaliser, qui comprend comment fonctionnent les marchés, nous a permis, nous mémoristes, de passer de quasiment 0 chiffre d'affaires il y a 2 ans et demi à l'international à peu près 20% de notre chiffre d'affaires à l'international, et c'est en train de se développer. Donc pour moi, c'est primordial. Et peut-être en termes de label institutionnel ou de marque institutionnelle ou d'institution tout court, Jean-Romain, en tant que Taïka, quand tu viens en France ici et que tu représentes non pas seulement la production audiovisuelle taïwanaise ou la mode taïwanaise, mais l'ensemble de la filière créative, qu'est-ce que ça permet, et pour ces secteurs que tu représentes, qu'est-ce que ça leur apporte? Moi, je pense que la grande force, c'est qu'en fait, Taïka a été très vite. Entre 2019 et aujourd'hui, il y a 180 salariés chez Taïka et il y a des secteurs d'activité et une stratégie bien définie. On accompagne, et ça c'est quand même la réalité, sur tous les grands salons internationaux, des cohortes ou des délégations taïwanaises dans des pavillons. Les Coréens le font très bien, les Taïwanais le font très bien. On a toujours des énormes pavillons sur tous les salons à l'international, ce qui fait qu'on est extrêmement visible. Et ça amène, il y a un attrait forcément entre un petit stand et un énorme pavillon qui regroupe beaucoup de personnes. Forcément, c'est plus attirant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, lorsque vous allez aller sur le pavillon, vous allez rencontrer plusieurs entreprises. Et c'est quand même ça le but lorsqu'on va sur un marché, c'est de rencontrer un maximum d'entreprises et d'avoir des contacts de prospects pour faire du business derrière. Et finalement, le fait que nous, on se déplace sous cette forme-là, eh ben, ça attire. Lorsque vous êtes seul, forcément, de votre côté, vous voyez moins de monde, il y a moins de contacts et c'est moins rassurant. Et tous ces systèmes de labels ou en tout cas d'accompagnement rassurent, même côté pour le coup taïwanais. Ça nous rassure d'avoir des entreprises qui sont amenées par le bureau français de Taïwan / par l'ambassade. Parce que derrière, directement, elle a le crédit de l'ambassadeur ou du directeur du bureau français à Taipei. Et nous, derrière, ça nous permet de délivrer beaucoup plus rapidement avec ces entreprises parce qu'elles ont tout simplement une certaine forme de reconnaissance de l'État français à l'extérieur qui fait qu'on peut les accompagner. Et alors, tu parlais d'accompagnement. Tout à l'heure, quand tu nous as présenté toute l'activité de Taïka, on a vu la palette d'outils dont vous disposez. Côté French Touch, pareil, on a tout un continuum d'accompagnement. Est-ce que vous avez identifié comme ça des outils qui sont vraiment décisifs en matière d'accompagnement à l'international, par exemple, dans les programmes que tu as suivis ou dans les différentes formes de soutien que Beaux-Arts Consulting a pu recevoir? Qu'est-ce qui t'a le plus vous a permis d'aller plus loin en matière de prospection internationale? C'est vraiment un mélange de plein d'éléments à différents moments aussi de l'évolution. Il y a une première question qui est de se dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Sophie disait très bien tout à l'heure, on est souvent un tissu de TPE, c'est une grosse prise de risque. Quand on est une entreprise, on n'a pas beaucoup de salariés, même partir 5 jours, c'est beaucoup en fait. Donc de bien choisir ces marchés, d'avoir les analyses. Donc ça, les bureaux à l'international peuvent aider là-dessus, évidemment. Il y a un deuxième axe. Donc nous, on a beaucoup fait le programme ICC Immersion que je ne saurais trop vous recommander. Il y a encore des éditions qui arrivent. On a une préparation avant le départ, c'est-à-dire qu'on va avoir des sessions sur comment on fait les affaires dans ce pays. Je vais prendre une petite anecdote très bête, mais moi, ma première fois de partir en Arabie Saoudite, ma grande question, c'était comment je m'habille. Est-ce que je dois avoir une abaya? Est-ce que je me couvre les cheveux? Qu'est-ce que je dois dire, ne pas dire? Est-ce que je peux parler de politique? Ça a l'air bête, mais on peut rater un rendez-vous sur ça. Et je vous assure que maintenant, les abayas, je ne suis pas experte, mais je sais qu'il y en a certaines qui sont
plus adaptés quand on rencontre le ministre de la Culture que d'autres. Voilà. Donc ça fait partie des choses. On n'a pas les codes, donc il faut que quelqu'un nous guide et nous aide à les avoir. Il y a aussi, j'allais dire, des formations de soft skills, apprendre à faire un pitch, comment on présente son entreprise en 1 minute 30 en anglais, avec des mots qui ont du sens pour des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude des ICC. Il faut se dire que dans certains pays où on va, on est parfois attendu, mais parfois pas attendu aussi parce qu'il n'y a pas cette maturité. Je garde l'exemple de l'Arabie Saoudite. Le ministère de la Culture en Arabie Saoudite, il a été créé il y a 5 ans ou 6 ans. Donc des gens qui font du conseil sur des projets culturels, ça existe peu. Donc il faut aussi arriver à expliquer notre métier, ne serait-ce que ça. Et puis ensuite, il y a effectivement ce déplacement sur place. Là, vraiment, arriver à trouver les bonnes personnes, à s'ouvrir les portes, à rentrer en discussion, ça c'est vraiment, encore une fois, la force du réseau qui a toujours été marquante. Et j'associe ce que tu as dit un petit peu, aussi les personnes qui sont sur place. Donc on fait partie de ceux qui ont signé un contrat en allant en Corée avec ICC, aussi dans la capacité à le délivrer derrière, parce qu'on a eu des partenaires sur place, et notamment des acteurs français, ce qui nous permet d'avoir aussi une langue de travail et une communauté de vision avec des gens qui nous aident aussi à comprendre le pays et à avoir une offre qui va bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement comprendre, vendre, après il faut délivrer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être au niveau des attentes qui peuvent être très exigeantes. Donc je pense que cet ensemble de continuum, c'est aussi la valeur ajoutée de tous ces accompagnements et de la capacité qu'on a à faire et à, j'allais dire, même réinventer nos offres aussi en marchant. Mais ça se prépare beaucoup, hein, puisque par exemple sur l'Arabie Saoudite, il y a tous les services de l'État, mais il y a aussi l'Agence française pour le développement de l'Oula, la Faloula, qui est là pour vous accompagner. Il y a Génération 2030 qui est là pour vous accompagner. Donc il y a aussi des acteurs qui méritent aussi d'aller creuser un petit peu sur chacun des territoires. Donc sur l'Arabie Saoudite, c'est effectivement ces acteurs-là, pour aller les chercher et pour travailler avec eux. Ils sont là pour vous accompagner. Ils ont un modèle économique parfois. Parfois, c'est juste des agences spécifiques de l'État qui sont là pour créer justement des opportunités pour vous. Mais il faut les rencontrer sur les marchés ou aller avec eux sur des marchés pour créer la rencontre, pour développer votre projet, trouver un partenaire et profiter des mécanismes locaux. C'est vraiment ça qui est hyper important dans votre développement à l'international. Et je pense que chaque pays a sa spécificité. Moi, j'ai fait 3 pays, mais il y en a plein d'autres. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment interroger à chaque fois les personnes en poste dans les différents pays où vous allez essayer de développer votre activité. Donc imaginons qu'on a réussi à identifier les bons leviers, qu'on commence à s'installer ou au moins à tisser des liens avec le marché cible. Comment est-ce qu'on s'y prend dans cette approche? C'est quoi la bonne approche pour arriver à faire un atterrissage en douceur ou au moins efficace? Sous quelle forme est-ce qu'il faut tisser des liens avec des acteurs déjà installés sur le marché cible? Dans quel cas est-ce qu'il faut penser coproduction internationale? Dans quel cas est-ce qu'il faut penser joint venture? Est-ce que vous avez quelques exemples, quelques expériences sur ce sujet? Je pense qu'il n'y a pas de... Voilà. S'il y avait une recette miracle, je vous la donnerais peut-être pas, je la garderais pour moi. Mais en tout cas, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'évidemment, ça se construit dans chaque contexte particulier. Les acteurs aussi sur le marché sont très différents. On parlait de la Corée. Moi, je reviens d'Inde, par exemple. Je vois des similitudes dans certaines grosses structures qui vont avoir beaucoup d'argent et qui vont investir dans des projets comme ça. Il y a par exemple une spécificité que j'ai découverte en Inde qui reverse une partie de leur chiffre d'affaires où ils sont obligés légalement de le mettre sur des actions de RSE. Bon, bah ça, c'est un levier génial quand on travaille dans le secteur culturel, qui n'existe pas forcément ailleurs. Sur la question des joint ventures, pareil, il y a des politiques nationales qui sont très spécifiques et qui bougent. C'est pour ça que je rejoins vraiment ce que tu disais. Il faut vraiment garder les capteurs sur ce qui se passe. On reprend l'exemple de l'Arabie Saoudite qui essaye de faire une saoudisation des emplois, donc ils vont imposer de plus en plus que vous travaillez avec des gens qui sont saoudiens. Ce qui est génial, parce que ça va vous enrichir vous aussi. J'insiste lourdement là-dessus. Partir à l'étranger, c'est pas juste exporter la France, c'est offrir à la France la richesse de regards internationaux sur ce qu'on fait nous-mêmes. Et ça vous arme pour l'avenir. En fait, c'est travailler l'antifragilité. J'en parle beaucoup en ce moment. Je vous encourage à lire ce livre de Nicolas Taleb. Aujourd'hui, on est dans un monde mouvant, instable, et la seule façon de sécuriser votre business dans la durée, c'est de vous frotter à des choses différentes, à des regards différents. Donc moi, j'allais dire, créer ces liens-là, même ces discussions. Tu parlais de Génération 2030. Vous n'êtes pas obligé de partir directement dans les pays. Vous avez déjà à Paris ces acteurs-là qui sont là, qui ramènent
des acteurs différents. Moi, j'ai vu des jeunes chefs en devenir saoudiens qui sont venus se former en France, que j'ai croisés à Paris. Ça, évidemment que ça ouvre mon regard sur ce qu'est l'Arabie et ce qu'elle sera demain. Et la réalité aussi de ces marchés fait qu'il y a des enjeux de formation, de compréhension sur lesquels vous allez pouvoir être très, très pertinent. Mais clairement, il n'y a pas de bonne réponse. La seule, c'est la curiosité et la co-construction avec les acteurs avec qui vous travaillez. Et pour compléter, je dirais que ça dépend aussi de la forme juridique. Lorsque l'on part à l'international et qu'on est une petite structure, une joint venture peut effectivement être quelque chose d'intéressant pour ne pas se retrouver seul. Si on a déjà les reins solides et qu'on a l'habitude de l'international, on peut voguer seul. Et j'avais autre chose à ajouter, j'ai oublié, mais c'est pas grave. En général, quand on commence à s'inscrire dans cette stratégie, arrive un moment où on va quand même se rendre compte qu'on est aussi placé au milieu d'enjeux de soft power. Et c'est aussi un peu ce qui explique le fait que des institutions publiques investissent ces champs-là. C'est que quand on envoie une entreprise culturelle à l'étranger, c'est pas juste envoyer une entreprise culturelle à l'étranger, c'est représenter la France et développer d'une certaine façon nos liens et l'étendue de notre pouvoir en tant qu'économie également. Est-ce que vous, en tant qu'acteur culturel, vous l'avez senti à un moment donné, vous l'avez touché du doigt, et comment est-ce que vous avez pu en bénéficier, c'est-à-dire utiliser ça à votre avantage et que ça vienne vous aider à développer votre activité internationale ? Alors, on se rend vraiment compte que la notion de soft power français et que l'on exporte est quelque chose de très important aujourd'hui. Il y a un directeur de la mondialisation et de la culture, il y a un ambassadeur pour la diplomatie économique. Donc, ce sont vraiment aujourd'hui diplomatie, culture et économie aussi. Dieu merci, maintenant, c'est plus un gros mot dans le domaine de la culture quand on parle de business et d'économie. Ce sont vraiment des sujets dont les pouvoirs publics se sont emparés et qu'ils traitent vraiment de façon sérieuse. Donc, lorsque, en tant qu'entreprise, on part à l'international, on sait qu'on a une mission, on ne fait pas que du business, on a effectivement cette mission de transmettre, de développer, de faire rayonner le soft power français. Il y a une campagne lancée par Business France qui s'appelle Make It Iconic, qui met en avant tout ce qui fait le soft power français, parce qu'on parle beaucoup d'internationalisation, mais c'est ce que disait aussi Laure, c'est que si vous n'êtes pas encore prêt à vous internationaliser, vous pouvez aussi commencer à devenir internationaux en travaillant avec des acteurs internationaux qui sont attirés par les ICC françaises et qui viennent sur le territoire français pour pouvoir développer leurs produits et services. Et vous pouvez là aussi créer des joint ventures. En France, c'est une façon plus rassurante pour débuter une internationalisation de votre business. Et donc, toutes les deux sur vos deux entreprises, il y a un moment donné, il y a eu un déclic pour penser l'international, pour avoir envie de se projeter. Comment s'est déclenché ce déclic ? C'est quoi les critères qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez pris cette décision en tant qu'entreprise de vous dire, voilà, c'est le moment, il faut se projeter à l'international, et avec cette belle idée de se projeter, à quoi est-ce que vous êtes heurté ? C'est-à-dire, quelle différence vous avez rapidement observée entre le projet initial et les conséquences que vous avez rencontrées sur place ? Je ne sais pas s'il y a un déclic. Je pense qu'il y a une envie et une conviction plus qu'un déclic. Je pense qu'on ne travaille pas dans le secteur culturel par hasard. Quand on est là pour nourrir les imaginaires, plus on les élargit, plus ils sont intéressants. Donc je pense que c'est quelque part au fond de nous, dans nos ADN. Après, il y a une réalité économique d'une activité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire on a envie, mais à quel moment on prend ce risque ? Parce que c'est un risque. Quelle est la vision ? Quels objectifs on se donne ? Et ça, effectivement, c'est des réponses qui sont compliquées et qui sont instables. Moi, je fais des stop and go en permanence. J'arrête pas de dire, si vous demandez à quelqu'un de vous dire quelle est sa stratégie sur 5 ans et qu'il vous la donne 6 mois par 6 mois, fuyez très vite, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut donner une évolution stratégique à 5 ans. Enfin, moi, j'y crois plus, je n'y crois pas. Voilà, on a une élection de Trump, on a des mouvements qui bougent en permanence, qui font qu'il faut s'adapter tout le temps. Donc, je pense que ce n'est pas un déclic, c'est vraiment une envie. Et c'est la logique aussi de contribuer à certaines choses. On parlait de l'Arabie Saoudite. Il faut avoir en tête qu'en Arabie Saoudite, alors mon chiffre est approximatif, mais en gros, il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans.
Ça veut dire que la dynamique qui est là-bas et l'envie et les développements qui sont en train de se faire sont extrêmement puissants. Je ne parle pas de l'Afrique où il y a énormément de zones aussi qui sont en train d'avoir une accélération très forte autour des ICC. Et c'est ça aussi, c'est cette énergie, je pense, qui est très forte. Qu'est-ce qui peut stopper, qui peut arrêter ? Il y a des choses très concrètes. Je vais parler de vécu que d'autres dans la salle ont vécu avec moi. La Corée, il y a un décalage horaire. Ça a l'air bête comme ça, hein. Mais du coup, les conf calls à 3h du matin, ça tire un peu sur la corde parfois. Donc voilà. Donc c'est comment on s'organise aussi en termes d'équipe pour gérer des timings différents et des complexités différentes. Et puis il y a cette logique du go-to-market qu'on a aussi en France. Des projets qu'on les super, qui n'aboutissent pas, qui repartent. Donc là, moi, le conseil, mais il est vrai même quand on est juste sur le marché français, entre guillemets, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de regarder l'évolution. Et puis, c'est des pays, en tout cas, nous, ceux sur lesquels on a choisi de se développer, qui bougent très vite. Donc, il faut avoir des capteurs en permanence et essayer de suivre le fil pour ne pas se tromper. Vraiment, la seule logique, c'est de ne pas partir avec des idées reçues et de poser des choses de manière immuable. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de se planter, je pense. Je pense que c'est aussi une question de momentum. En 2019, quand je suis arrivé en Corée du Sud, même si c'était déjà reconnu, ce n'était pas tendance. Il y avait déjà évidemment la K-pop, les BTS, mais il n'y avait pas Parasite, il n'y avait pas Squid Game, il n'y avait pas tout ça. En 2024, quand je termine mon expérience en Corée du Sud, c'est tendance. En 2018, l'Arabie Saoudite, c'était pas tendance. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite s'ouvre de plus en plus et devient un lieu attractif pour nos entreprises. Si on n'y va pas, d'autres iront. Ça, c'est sûr. Taïwan, c'est pareil, c'est le bon moment. Taïwan rayonne par sa démocratie et rayonne aussi parce qu'elle a de l'investissement et de l'argent à investir. Encore une fois, ils sont en train de diversifier leurs activités. Une de leurs priorités, c'est les industries culturelles et créatives. Ils ont une agence dédiée avec des personnes qui sont là pour vous accueillir. C'est le bon moment. C'est vraiment à chaque fois une question aussi de moment. Si jamais à un moment donné, on laisse passer, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui auront. Ils nous attendent pas. Mais par contre, c'est à vous de faire l'effort de regarder si effectivement votre modèle d'affaires correspond au pays dans lequel vous allez développer votre activité. Prenez contact et derrière, vous allez effectivement délivrer de belles choses et avoir donc du coup votre retour sur investissement. Alors, moi, je vais aller un petit peu à contre-pied de ce que vous dites, parce que je suis complètement d'accord. Et en même temps, je pense qu'il y a des marchés qui sont complètement vierges ou très peu développés. Laure, tu faisais état de l'Afrique. Il y a des potentiels en Afrique qui sont gigantesques. Le problème est un problème de financement. Donc, si on arrive à arriver avec des pistes de financement, vous serez très très peu sur ces projets, voire seul. Et dans ce cas-là, vous les gagnerez d'autant plus facilement. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de ce que vous voulez proposer. Il y a des projets qui seront très adaptés à des marchés mûrs, dont on vient de parler, Corée du Sud et Taïwan, et d'autres projets qui seront adaptés à des marchés qui sont peut-être moins mûrs, mais justement où il y aura moins de risques, parce qu'il y aura moins de concurrence. Donc ça, et je reviens là, par contre, sur l'idée que la maîtrise des marchés, c'est-à-dire de faire de la veille sur ce qui se passe, de la veille au niveau des institutions, au niveau de la concurrence, au niveau des projets, au niveau de la réglementation, etc., c'est très important. Je viens de me souvenir ce que je voulais dire et je peux le placer au jeu maintenant, donc c'est bien. Par exemple, l'Afrique du Sud, il y a un ICC Immersion qui a lieu en Afrique du Sud, qui va avoir lieu dans l'Afrique du Sud. Dans pas longtemps, j'ai vécu en Afrique du Sud et on m'a fait intervenir dans la phase préparatoire. Et quelque chose qui n'avait pas été dit, il faut savoir par exemple qu'en Afrique du Sud, pour répondre à des appels d'offres, il faut avoir au capital une majorité de la minorité qui a été discriminée. Donc clairement, il faut des Sud-Africains noirs dans son capital. Si on ne le sait pas, on part bille en tête et on veut répondre à un appel d'offres, on ne pourra pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir compris en amont. Alors, je vois que le temps file, qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Et il y avait cette question que je voulais absolument vous poser et que je pose régulièrement parce qu'on a beaucoup de jeunes entrepreneurs dans la salle qui hésitent, qui pensent se lancer, qui ont besoin de votre conseil, de votre expertise. Et donc, si vous deviez donner un conseil à un entrepreneur qui s'apprête à se lancer à l'international, quel serait-il? Laure, tu m'as déjà prévenu qu'il y en avait 5, donc tu as un bonus spécial, mais essayez de prioriser.
Merci. Je vais avoir du mal à prioriser. J'ai fait un petit dessin parce que tu m'as posé la question, mais alors, j'ai plus l'image, donc je vais vous le faire sans image. J'arrivais pas en dessous de 5. C'est une journée nouvelle voie aujourd'hui, donc moi j'ai pris la métaphore des nouvelles voies en montagne. C'est-à-dire vous ouvrez un nouveau chemin et vous visez le sommet. Donc le premier, c'est d'avoir un objectif ambitieux. C'est hyper important. Il faut se dire, j'ai envie d'aller tout en haut. Mais bon, visez pas l'Everest en premier. C'est-à-dire que, ok, le haut de la montagne, mais c'est pas la peine de prendre quelque chose qui va vous couper votre oxygène et qui va vous donner trop d'ambitieux. Le deuxième, c'est de savoir faire des étapes, de reprendre des forces et de constituer bien le chemin de manière structurée, de cranter des choses, de cranter des contacts et de savoir stabiliser les choses. Troisième point, d'avoir les bons Sherpas. On en a parlé depuis le début. Vous avez plein de gens qui sont sur le terrain, qui le connaissent par cœur. Parler avec des gens qui ont fait ICC Immersion, parler avec le réseau diplomatique, parler avec les acteurs de l'Institut français. Enfin, c'est la force de la France pour moi, c'est vraiment ce réseau sur le terrain. Le quatrième, que j'ai déjà dit aussi tout à l'heure, voilà, le monde merveilleux qui vous attend demain. Merci l'intelligence artificielle, mais c'est pas la réalité. Être encordé. On n'escalade jamais une montagne tout seul, en fait. Donc, vous allez avoir besoin d'alliés, de gens qui sont peut-être juste avant vous, juste après vous dans la chaîne de valeur. On a parlé tout à l'heure d'éléments juridiques, de gens qui connaissent la contractualisation, de gens qui vont savoir vous aiguiller sur tout ça et d'y aller en équipe, quoi, en fait, tous ensemble. Et le dernier point qui est très important, n'oubliez pas votre base arrière. Parce que pendant ce temps-là, il y a du business qu'il faut stabiliser en France. Vous avez des équipes, si vous partez comme ça à l'aventure, gardez bien le téléphone actif parce que c'est important de garder le pied avec votre quotidien. Donc 5, je ne peux pas faire moins que ça. Et je ne garantis pas que c'est une recette magique. Comme je l'ai dit juste avant, la montagne, là, elle peut s'effondrer. Tout ça n'est qu'une image, en fait. Et la réalité des métiers, la réalité de notre secteur, c'est que c'est mouvant en permanence. Donc prenez ces conseils, construisez votre voie à vous et ayez conscience que tout peut bouger tout le temps. C'est très bien, hein, c'est complet. Du coup, je vais aller dans ton sens, un des 5. Non, ne sous-estimez pas le réseau. Je pense que c'est hyper important et je pense que vous êtes entrepreneur. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à interroger d'autres entrepreneurs, quel que soit le territoire où vous irez. D'entrepreneur en entrepreneur, vous avez le même langage et souvent le retour d'expérience est extrêmement enrichissant pour vous. Et 2, ne sous-estimez pas non plus les réseaux en fait, français à l'étranger, que ce soit les ambassades, les services de l'ambassade, Business France, tous les autres services autour, comme les chambres de commerce, comme la French Tech, comme parfois BPI France, qui a aussi des bureaux dans quelques endroits dans le monde. Ne sous-estimez pas ça et prenez contact avec eux avant de développer votre activité à l'international. En plus de tout ce qui a été dit, moi, je vous conseille juste de bien maîtriser, votre entreprise, donc effectivement, savoir ce que vous êtes capable de faire ou pas faire. 2, de bien maîtriser votre projet. 3, de bien maîtriser là où vous allez atterrir, donc l'environnement juridique, etc. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est quand même bon. On vous a beaucoup mis en garde. L'international, c'est un virus. Quand on l'a goûté, on ne peut plus s'en passer. Donc, à un moment donné, votre projet ne sera jamais prêt. Si vous le voulez parfait, vous n'irez jamais. Donc, à un moment donné, il faut y aller, il faut oser, et puis surtout, faites-vous plaisir. Merci à vous trois. Comme il nous reste quelques minutes en parlant d'oser, est-ce que quelqu'un va oser poser une question ou quelques questions à nos intervenants ? Merci beaucoup. Merci pour vos interventions très intéressantes. Je m'appelle Alice Si. Je viens de créer ma marque de mode éco-responsable. Ça fait à peu près 1 an, mais comme je travaille à côté, je n'ai pas pu m'y consacrer à 100%. Ça s'appelle Akit. Et en fait, c'est un vêtement, des kimonos à partir de stocks de tissus. J'avoue que je me rends compte que je n'ai pas les épaules, les reins suffisamment solides, mais j'ai quand même dans un coin de ma tête l'international. Quand vous parliez de réseau, d'y aller ensemble, est-ce que c'est de se dire, avec d'autres entreprises du même secteur que moi, on y va ensemble ou on vient vous voir, ou bien c'est vous qui pouvez nous mettre en relation avec d'autres personnes du secteur ? C'est tout. En fait, prenez tout ce qu'on peut vous donner. C'est effectivement, s'il existe des collectifs de personnes qui lancent leur marque de vêtements et
et qui veulent s'internationaliser commencent à discuter ensemble, voyez ce qui est possible de faire. Et dans un deuxième temps, c'est faire appel aux réseaux, que ce soit les réseaux, une fois encore, formels et payants, mais avec un retour sur investissement, les réseaux formels, mais non payants, comme les CCE, qui peuvent vous accompagner, d'autres réseaux informels, mais il faut tout prendre, en fait. Je crois qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, il faut vraiment utiliser tout ce qui est mis à votre portée. Et peut-être pour répondre, là où je trouve encore une question de momentum, c'est si moi, par exemple, je prêche ma paroisse, Taïka a dans ses secteurs d'activité la mode. Il se trouve, vous ne le savez peut-être pas, mais que Taïwan est le numéro 1 au monde du textile innovant. Et donc le textile innovant égale le textile durable, égale évidemment le textile recyclé. Et donc du coup, nous, au sein de Taïka, nous allons développer des actions évidemment proactives avec l'international, dont les Français, auxquels vous pourrez prendre part et donc du coup avoir des partenariats potentiellement sur le textile innovant taïwanais dans le cadre du développement de votre activité. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à toujours tous discuter de manière fluide et d'avoir les bonnes informations. Bonjour, Pierre Réniche, directeur commercial pour Realcast. Donc, merci pour vos interventions. On entend que la conjoncture est difficile et elle est ce qu'elle est en France, que l'international peut être une opportunité réelle pour les TPE et les PME, comme des studios de XR par exemple. Qu'est-ce que, par exemple, Taïwan ou d'autres pays cherchent lorsqu'ils investissent dans des joint ventures ou des entreprises françaises ? Oui, alors en fait, Taïwan, globalement, ils sont très ouverts aux collaborations bilatérales pour développer leur écosystème, ce qui est logique. Ils ont envie de s'enrichir de l'expertise française. On a la chance en France d'avoir une expertise unique dans énormément de secteurs d'activité. Tu prends la réalité virtuelle, c'est un bon exemple chez Realcast. Je te tutoie parce que je te connais. Chez Realcast, et en l'occurrence dans la réalité virtuelle, Taïka a investi depuis 2019 sur 22 projets de réalité immersive. Dans les 22 projets, il y en a 11 qui sont en coproduction avec la France. Ça veut dire qu'entre 2019 et aujourd'hui, 11 projets sont en coproduction avec la France. Pourquoi ? Parce que la France est un des experts internationaux dans le secteur de la réalité virtuelle. Donc c'est là où nous, entre guillemets français, et moi, Taïka, il y a un intérêt de travailler avec les expertises françaises où nous sommes, entre guillemets, reconnus comme ayant un savoir-faire d'excellence. Et à partir de ce moment-là, forcément, les Taïwanais seront plus à même et intéressés pour travailler avec vous. Et d'autres choses, attaquer le marché européen. Pour les Taïwanais, pour les joint ventures, avec les entreprises taïwanaises avec lesquelles vous allez monter, elles n'ont pas la connaissance du marché européen que vous avez. Donc lorsque vous êtes basé en France pour attaquer les autres marchés à côté, eux, ça va les intéresser. Parce qu'eux, ils sont plutôt basés sur l'Asie. Et là, du coup, il y a une relation bilatérale hyper intéressante. Juste pour compléter, parfois ils ne savent pas qu'ils le cherchent en fait. C'est aussi à nous dans les discussions, ce que moi j'appelle de la maïotique, se dire en fait en discutant, on se rend compte qu'on va avoir un point commun et qu'il y a un projet à développer qui va avoir du sens pour les uns et pour les autres. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont sur étagère, mais qui vont correspondre à un moment à un besoin des deux côtés. Donc ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a... C'est une approche commerciale, mais c'est aussi une approche de gestion de projet ensemble aussi, et de co-développement sur certaines offres. Moi, je pense qu'on est aussi parfois sur ce terrain-là. Ils ne savent pas forcément qu'ils ont besoin de nous. Et nous, on ne se dit pas forcément que c'est exactement ce dont ils ont besoin, mais parfois, ça fait émerger des discussions. Et juste, je prends un exemple qui est très récent. J'étais donc en Inde. Je suis en train de discuter avec quelqu'un que j'ai rencontré là-bas pour un projet qu'on va peut-être faire en Angleterre ou au Maroc. Voilà, parce que le monde est international, en fait. Merci beaucoup. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Un grand merci pour votre témoignage, pour votre expertise. J'espère que tout ça vous aura été très utile pour comprendre les clés pour lancer votre activité à l'international. Merci beaucoup. J'espère que vous allez profiter de la programmation. On s'arrête une quinzaine de minutes et une nouvelle table ronde sur les sujets d'intelligence artificielle et de découvrabilité vous attend juste après. Merci beaucoup.